L'audience publique de l'affaire opposant le candidat de la plateforme Fresakin du district de Faratiu, Noumezana Rami Ilson, à la candidate pour régime Laladine Rakot Jazav, s'est tenue aujourd'hui à la HCC. L'avocat du candidat Fresakin soutient que la plainte déposée par la candidate pour régime est dénuée de fondement. La Russie est prête à apporter son soutien à Madagascar dans toutes ses démarches pour revendiquer les îles éparses, a déclaré aujourd'hui l'ambassadeur de Russie à Madagascar, alors que de leur côté, les dirigeants malgaches manquent de volonté pour réclamer la restitution de ces îles. Dans l'actualité internationale, entre l'Ukraine et les États-Unis, un accord de sécurité a été signé. Cet accord bilatéral de sécurité, signé jeudi 13 juin en marge du G7, ouvre la voie à une intégration dans l'OTAN, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. L'audience publique de l'affaire opposant le candidat de la plateforme Fresakin du district Faratiu, Noumezana Jamil 110 000, à la candidate pour régime Laladine Rakot Jazav, s'est tenue aujourd'hui à la HCC. Selon l'avocat du candidat Fresakin, la plainte déposée par la candidate pro-régime accusant le candidat Mil de vol de voix et de fraude électorale dans le district de Faratiu est dénuée de fondement. Il a précisé que c'est au contraire la candidate pro-régime Laladine Rakot Jazav qui a abusé de son pouvoir en obligeant les fonctionnaires à promouvoir sa candidature dans ce district. En tant qu'avocat, ma défense était simple. Il suffit de regarder qui est notre adversaire, une ancienne ministre. Même si elle n'a plus d'autorité officielle, la peur qu'elle inspire persiste, ce qui lui permet de continuer à exercer une certaine influence. Les responsables locaux la craignent et se sentent obligés de la soutenir dans sa campagne, bien que cela soit interdit par la loi. C'est ce que nous avons souligné. Où est la neutralité de l'administration locale? Cette neutralité n'a pas été respectée lors des dernières élections à Faratiu. Dans de telles circonstances, la justice pourrait annuler les voix obtenues par celle qui a abusé de l'autorité publique. Le candidat Noumezana Jamil 100 a insisté sur sa popularité et sa bonne réputation au sein de la commune de Vnaniwan, démontant ainsi toute allégation selon laquelle il aurait volé des voix dans cette localité. J'ai remporté l'élection communale de 2019 après avoir été député en 2018. Lors de cette élection, j'ai obtenu 92% des voix contre le candidat de l'IRK. On m'accuse d'avoir distribué de l'argent pendant ces élections communales et de l'avoir fait de nouveau lors des dernières élections dans la commune de Vnaniwan, une commune qui me connaît pourtant. Les habitants de cette commune connaissent mon comportement et m'apprécient. Affirmer que j'ai obtenu plus de 2000 voix à Vnaniwan grâce à des distributions d'argent est totalement infondé. Les partisans du candidat Mil ont accueilli la sortie de la candidate Laladine Rakot Jazav de la HCC par des huées. Ils ont affirmé avec détermination qu'ils défendraient jusqu'au bout le choix du peuple dans les districts de Faratiu. Les habitants de Faratiu ont ainsi demandé à la HCC d'agir avec sagesse afin que le choix du peuple soit respecté et que l'influence des dirigeants soit écartée. Par ailleurs, l'audience publique des candidats de la circonscription de Mahadzanga 1 s'est également déroulée à la HCC en présence du candidat de la plateforme Fresakin, Christian Afakanj, et le candidat indépendant Stéphane Alphonse Nicolas. De même, une audience opposant les candidats rivaux du 2e district de Mahadzang, notamment Léon Rassalama de l'Irmar et le candidat indépendant Ange Orlando Ramana Najiv, s'est également tenue.
Le gouvernement russe est prêt à apporter son soutien à Madagascar dans ses démarches pour revendiquer ses îles éparses auprès de la France et des Nations Unies, a déclaré l'ambassadeur de Russie à Madagascar lors de la célébration du jour de la Russie aujourd'hui, alors que de leur côté, les dirigeants malgaches manquent de volonté pour réclamer la restitution de ces îles. Toutefois, l'ambassadeur a souligné que l'initiative pour cette cause doit venir de Madagascar. La Russie ne peut pas être plus intéressée que Madagascar en ce qui concerne la restitution des îles éparses. Le soutien russe consiste à soutenir toutes les initiatives et des projets venant de Madagascar. Si Madagascar décide de poser les questions des îles éparses plus concrètes au sein des Nations Unies, la Russie va soutenir Madagascar sur ce chemin. Pourtant, la Russie ne peut pas devancer Madagascar dans ce sujet-là. Et nous sommes toujours disposés à aider le peuple malagasy pour résoudre ces problèmes. Mais bien sûr, il nous faut savoir si Madagascar le veut vraiment. Selon les politiciens, la restitution de ces îles s'annonce difficile, étant donné que le président de la République lui-même possède la nationalité française. Suite à cette déclaration, les mesures que prendront les autorités malgaches concernant particulièrement la restitution des îles éparses sont attendues. Le Conseil des ministres a approuvé hier le protocole d'accord de coopération entre l'État et QMM Rio Tinto Group pour le financement de la réhabilitation de la route nationale numéro 13, reliant Mboumé et Dolagnage. La contribution de Rio Tinto à ce projet s'élève à 8 millions de dollars, dont 4 millions de dollars au début des travaux, 2 millions de dollars à 20% d'avancement et les 2 millions restants à 80% d'avancement des travaux. Cette décision a suscité de nombreuses questions, notamment concernant le financement de la réhabilitation consenti par la Banque européenne d'investissement. La situation actuelle semble déjà indiquer que l'Union européenne commence à se retirer. Il n'est donc pas surprenant que les dirigeants aient rapidement pris la décision de coopérer avec QMM pour la réhabilitation de la route. Cette situation révèle que le pays rencontre actuellement de nombreux problèmes en matière de financement étranger. L'avenir reste incertain car même les fonds qui devraient être débloqués par les bailleurs habituels sont en suspens. Tout cela dépend des enquêtes menées par ces bailleurs, bien qu'ils n'en parlent pas ouvertement. Ces enquêtes sont menées de manière diplomatique. Rappelons que les travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 13 s'élèvent à 235,5 millions d'euros, dont 116 millions d'euros ont été empruntés auprès de la Commission européenne et 114,7 millions d'euros à la Banque européenne d'investissement. L'État malgache doit quant à lui couvrir les 4,8 millions d'euros restants. D'après les informations disponibles, l'Union européenne semble infliger des sanctions à Madagascar, ce qui a poussé les autorités malgaches à prendre cette décision lors du Conseil des ministres. Selon les explications, cette situation fait ressortir les lacunes des autorités dans la gestion des affaires publiques. La réhabilitation de cette route a commencé avec beaucoup de fanfares à l'époque, mais jusqu'à présent, nous ne savons pas exactement combien de kilomètres ont été réalisés, bien que les responsables aient affirmé que les travaux avaient bien progressé. L'Union européenne avait déclaré qu'elle était toujours prête à nous aider dans la construction des routes, à condition que nous en assurions l'entretien. Pour ce faire, il existait un fonds spécifique, le fonds d'entretien routier, mais les autorités l'ont transformé en fonds routier. Et on n'en sait pas plus sur ce fonds jusqu'à présent. Les dernières nouvelles indiquent qu'Andrasville et Tsai Christian sont désormais responsables de la gestion de ces fonds. Les raisons de ce changement ne sont pas claires. Il serait mal vu d'interrompre un projet déjà en cours. C'est pourquoi ils ont pris d'autres mesures. Cependant, cela souligne encore des lacunes dans la gestion des affaires publiques. La gestion des affaires publiques diffère de celle d'une entreprise privée,
car elle nécessite la mise en place de stratégies et le respect de certaines conditions. En février dernier, l'ambassadrice de l'Union européenne a fait état de préoccupations concernant la transparence dans l'utilisation du fonds routier et des différentes subventions accordées à Madagascar en raison du mauvais état actuel des routes dans le pays. Pour les observateurs, la décision du Conseil des ministres peut être une réaction à cette déclaration. Il est à noter que les travaux de réhabilitation de la route de 114 km reliant Tolagnac à Mboumbe sur la route nationale numéro 13 ont débuté en juin 2022. Cependant, la RN13 ne se limite pas à Tolagnac-Mboumbe, mais s'étend jusqu'à Ious sur une longueur totale de 493 km. En octobre 2020, Anjadwil avait déclaré qu'il renoncerait à la politique si la RN13 n'était pas réhabilitée. L'État se joue des problèmes de la filière vanille. Des économistes estiment qu'au lieu de travailler pour reconstruire la renommée de la vanille de Madagascar, les dirigeants s'entêtent dans la limitation des prix qui a déjà anéanti la filière. En cette ouverture de la campagne de récolte de la vanille, les producteurs et les différents opérateurs de la filière sont pourtant préoccupés par la recherche de débouchés qui ont été restreints par la limitation des prix. Il y a par ailleurs la critère imposé par l'Union européenne concernant le taux de nicotine toléré dans la vanille. La limitation du prix de la vanille remonte à l'année dernière. Le marché devrait être libéralisé et si l'État veut faire des interventions, qu'elles soient faites au niveau de l'accompagnement pour que les acteurs de la filière produisent une vanille de qualité afin qu'elle réponde aux exigences du marché international. L'État ne doit pas intervenir en interne en limitant les prix, mais en se préoccupant de l'amélioration de la qualité et en maintenant la sécurité, mais surtout pas en intervenant au niveau du prix. Le critère imposé par l'Union européenne concernant le taux de nicotine toléré dans la vanille aurait déjà dû entrer en vigueur, mais il a été revu à la baisse à la suite de tractations avec l'Union européenne. Il aurait pu exacerber le marasme dans lequel la filière se trouve ces dernières années. À l'heure actuelle, à cause des relations tendues entre Madagascar et l'Union européenne, suite au rappel de son ambassadrice demandé par le gouvernement, ce critère risque d'être à nouveau d'actualité en l'absence de solutions appropriées. Les pays importateurs de la vanille de Madagascar sont membres de l'Union européenne. Qu'on en parle ou non, il est évident que Madagascar a des problèmes avec l'Union européenne à l'heure actuelle. L'Union européenne a diminué ses financements. Si le gouvernement ne fait pas attention, on va avoir des problèmes avec ces pays importateurs de vanille. La dernière loi des finances rectificatives a fait ressortir une insuffisance du budget de l'État. Et si la filière vanille continue à vivre dans le marasme, les effets néfastes d'une telle situation pèseront de tout leur poids sur l'économie, d'après les explications. Jusqu'ici, Madagascar ne parvient pas à exploiter pleinement ses relations commerciales avec les îles voisines. Parmi ceux-ci figure Mayotte, où l'industrie est en plein essor, mais qui peine à répondre à la demande en matières premières à transformer en vue d'une exportation vers l'Europe. Pour Madagascar, si l'exportation directe vers l'Europe et d'autres pays est difficile, le commerce avec Mayotte représente une alternative viable, selon un enseignant en agronomie. Cela permettrait également au pays de collaborer avec de grandes entreprises mahoraises. Actuellement, 12 accords cadres, notamment commerciaux, existent entre les deux pays. L'accord de coopération décentralisée profite à la fois à Mayotte et à Madagascar. Les deux territoires disposent d'accords cadres qui pourraient faciliter des collaborations avec les opérateurs malgaches, surtout les producteurs locaux conventionnés. Ces producteurs pourraient former des coopératives et des groupements pour réguler les questions tarifaires et les flux de marchandises. Bien que ces accords offrent de nombreux avantages aux pays voisins, j'encourage toujours mes étudiants à comprendre que nous, Malgaches, devons également saisir ces opportunités pour en tirer profit. Une grande partie des produits exportés par Mayotte sur le marché international proviennent de Madagascar, comme la fève de cacao d'Amande.
Aujourd'hui, le commerce de la cannelle est un secteur prometteur qui pourrait bénéficier aux deux pays, d'autant plus que Mayotte s'est fait connaître à Paris grâce à sa cannelle. Le développement de cette culture pourrait non seulement stimuler les exportations, mais aussi revitaliser les plantations et la biodiversité locale. Tous les acteurs reconnaissent que la cannelle, en tant que plante médicinale, est utile partout dans le monde. Sa culture est rapide, prenant seulement 1 à 2 ans avant de pouvoir être exploitée. De plus, elle contribue à la revitalisation de la biodiversité. Quelle politique pourrait être mise en place pour la culture de la cannelle afin de revitaliser la biodiversité dans les régions où elle pousse? La cannelle aide à conserver l'humidité, ce qui serait bénéfique pour des régions comme Mansar, où il n'a pas eu d'eau depuis 10 mois. Imaginez 10 mois sans eau. En tant qu'enseignant, je ne peux m'empêcher de penser aux enfants qui doivent se lever à 2, 3, voire 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau avant de pouvoir aller à l'école. Selon les derniers chiffres du projet CACEF, la production de cannelle à Madagascar stagne depuis de nombreuses années, autour de 3000 tonnes. Cette culture est toujours classée par les acteurs comme un produit accessoire de forêt, ce qui explique pourquoi elle n'a pas été exploitée à son plein potentiel. Softwell est une entreprise spécialisée dans le domaine digital, revendeur et intégrateur des logiciels Sage et Tomate. Elle propose également des formations interentreprises et des services informatiques tels que le développement de logiciels, l'hébergement, la création de sites web, la migration et la récupération de données, ainsi que l'installation et la maintenance de parcs informatiques. Et une prestation qui la différencie, la conception et le développement sur mesure. Avec ses 23 années d'expertise et ses 62 collaborateurs dédiés, Softwell compte actuellement 128 clients accompagnés avec le logiciel Tomate. Elle a délivré 146 licences à l'international, totalisant 1131 licences pour l'ensemble de ses produits. Donc aujourd'hui, nous avons mis en lumière un de nos focus produits, c'est les produits tomates. En fait, ce sont des logiciels qui sont destinés pour les projets de développement qui sont financés par les bailleurs de fonds internationaux. Donc l'éditeur est venu pour présenter les nouveautés et pour présenter aussi les perspectives concernant ce produit-là. D'un autre côté, il y a aussi le centre de formation international CIFOP que Softwell représente également à Madagascar. Aussi bien pour la formation, où l'équipe Softwell fait un travail de préparation, de diffusion des catalogues de formation, aide les participants dans leur démarche pour venir suivre une formation au CIFOP, que ce soit en France, à Dubaï ou ailleurs. Grâce au travail de Softwell ici, nous avons déjà reçu plusieurs centaines de Malgaches à Paris, à Dubaï et ailleurs, et notamment sur les 3 dernières années, une cinquantaine en 2022, plus de 75 en 2023 et déjà près de 30 là, alors que nous venons de commencer l'année 2024. Donc vraiment, grâce à Softwell, Tomate et CIFOP ont beaucoup de clients ici dans l'océan Indien et au-delà. Jean-Fred Mandaramadanajiv a été l'un des bénéficiaires d'une formation CIFOP à Paris. Je suis ravi de partager avec vous mon expérience de formation au sein de CIFOP France à Paris. Donc l'accueil chaleureux que j'ai reçu dès notre arrivée a été vraiment marqué par le début de cette aventure enrichissante. L'organisation logistique impeccable a facilité donc notre immersion dans le programme de formation. Les contenus de formation ont été extrêmement instructifs et pertinents. On a pu acquérir donc des compétences essentielles pour le domaine des activités que nous avons fait. La qualité de formation dispensée par des experts du domaine a été remarquable. Leur expertise et leur passion pour transmettre leur savoir ont grandement contribué donc à notre apprentissage et à notre progression. Je suis convaincu que cette formation a vraiment donc agrandir notre compétence et expérience dans le domaine de notre travail.